Aux États-Unis, la fin du monde pour certains n'est pas une théorie, mais une certitude. Alors mieux vaut se préparer. Nous sommes à Phoenix, en Arizona. Dennis, sa femme Danielle et ses 2 enfants s'entraînent depuis des mois pour survivre. On les appelle les survivalistes. Leur vie est bien réglée. Tous les week-ends au programme, visite à l'armurerie du coin. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait s'exercer au stand de tir, ma femme et moi. D'accord. Dennis en est certain. Il faudra se battre pour survivre. Alors il prend ses précautions. Je pense qu'il est très important de savoir manier les armes à feu pour se protéger en cas de catastrophe. Surtout qu'ici, tout le monde est armé. Alors, t'as mis dans le mille? Il y a quelques années, Dennis était cadre dans une entreprise de garde-meubles, jusqu'au jour où il découvre les théories apocalyptiques. Sa vie bascule, il abandonne son travail et décide de transformer sa maison en camp de survie. Nous avons un système pour purifier l'eau et des stocks de nourriture, et aussi des trousses de secours, des masques à gaz, pour lutter contre les radiations. On a aussi de la nourriture séchée. Ça, c'est mon masque préféré. Il protège des attaques nucléaires, biologiques et chimiques. En cas d'incendie, c'est vital pour ne pas respirer la fumée. Pareil en cas d'alerte chimique ou de fuite radioactive, ce masque me protégera d'à peu près tout. Chaque membre de la famille a le sien. Ses enfants, eux aussi, s'entraînent à survivre. C'est ton masque? Oui. Vas-y, mets-le. Vera, toi aussi, tu mets le tien? Oui. Kevin a un gros nez, hein. Et Vera a celui d'un éléphant. Hein, Vera? C'est un éléphant. Ils savent comment les mettre. Ils ont l'habitude. On les a bien entraînés. Mission accomplie. Toutes leurs économies sont passées. Et le plus surprenant est à l'extérieur. Sous cette grande bâche se trouvait la piscine de la famille. Dennis en a fait un jardin potager pour nourrir sa femme et ses enfants si les denrées venaient à manquer après la destruction du monde. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a transformé la piscine en une sorte de serre. Et dedans, on a installé un jardin suspendu. On a des légumes fabuleux qui poussent toute l'année. En plus, ça demande beaucoup moins d'énergie. On utilise 90% d'eau en moins que dans une ferme classique. Ce jardin, c'est un élément essentiel pour assurer notre survie. Dennis a tout prévu pour le jour J. Il compte s'installer dans ces montagnes, à 2 heures de route. Ultime rempart face au désastre, pense-t-il. Ici, c'est un abri naturel. C'est là que nous irons si le pire des scénarios arrive. C'est un endroit parfait s'il pleut ou s'il neige, par exemple. Son abri anti-apocalypse, ce sera cette simple grotte. La famille s'y rend toutes les semaines. Ça amuse beaucoup son fils, un peu moins la petite dernière. N'aie pas peur. Papa et Kevin sont déjà dedans, tu vois bien. Oh, elle a peur. La grotte est devenue le terrain d'entraînement de la famille. Ramène les plus grosses pierres que tu trouves. On va faire un cercle avec et on va y faire du feu. Au programme aujourd'hui, comment allumer un feu sans briquet ni allumettes. Les anciens utilisaient le silex, les survivalistes, eux, ont opté pour le magnésium. Ça tient dans la main, je l'ai tout le temps dans la poche. Ça ne risque pas d'exploser. Ça va durer longtemps et en plus on pourra faire du feu même quand ce sera humide. Théoriquement, ça marche, mais visiblement, Dennis n'a pas encore la technique. Allez, allez, allez. C'est pas facile. On fait ce qu'on peut. C'est pour ça qu'on doit s'entraîner. Plus on y passera de temps, meilleur on sera. Dennis pourra se rabattre sur un autre gadget qui fait fureur chez les adeptes de l'apocalypse. Ce four solaire, acheté 100 € en grande surface. On peut faire cuire ce qu'on veut avec. Si on attrape un lapin, un oiseau, tout ce qui sera comestible. En plus, un four comme ça, c'est solide. Ça peut durer une 20aine d'années. 1 heure plus tard, le repas est enfin servi. Dennis est ravi. Reste à espérer que ce jour-là, il fasse beau.
Mais pour survivre à l'apocalypse, d'autres voient les choses en beaucoup, beaucoup plus grand. Direction le Kansas, à 18 heures de route. Voici Larry, un autre survivaliste, mais dans la catégorie homme d'affaires. Cet ancien informaticien a cassé sa tirelire il y a 3 ans pour faire une acquisition hors norme. Il s'est offert une ancienne base militaire pour 180 000 €. Vu de l'extérieur, un simple terrain vague, mais sous terre, un dédale de galeries et de salles. L'armée américaine y stockait des missiles nucléaires. Son projet complètement fou, transformer le sous-sol en appartement. Là où nous sommes, sous cette dalle, c'est la base de lancement des missiles. Il y a 60 mètres de profondeur. Aujourd'hui, Larry a rendez-vous avec l'entrepreneur qui doit construire la dizaine de logements bunkers destinés aux familles angoissées par l'approche de la fin du monde. Regardez le poids de cette porte en acier. Il n'y a pas d'endroit plus sécurisé qu'ici, à part peut-être un sous-marin au fond de l'océan. Les appartements seront aménagés ici, dans ce puits de lancement où étaient positionnés les missiles nucléaires. Vous voyez, c'est très large. Bon, d'accord, c'est un peu rongé par la rouille, mais nous allons enlever tout ce qui est abîmé. On va remettre tout ça à neuf. Les câbles, les structures métalliques. Je vous promets qu'une fois rénové, ça sera impressionnant. Son projet immobilier lui coûterait 7 millions €. Et voilà à quoi il pourrait ressembler. La piscine est ici au fond. Là, il y a une salle de gym. Juste au-dessus, à ce niveau, c'est le théâtre et le salon. Là, la bibliothèque. Et dans les étages supérieurs, on va installer les appartements privatifs. On voudrait que la vie soit la plus normale possible dans ces conditions extrêmes. Si vous pouvez continuer à vivre normalement quand les choses tournent mal, alors vous pourrez éviter la dépression, être positif, et donc avoir plus de chances de survivre longtemps. Mais le hic, c'est que Larry n'a pas l'argent pour financer les travaux. Il vend sur plan les appartements. Il aurait vendu le premier pour la bagatelle d'1 200 000 €. Le bunker verra-t-il le jour avant l'apocalypse? Un pari difficile. Il ne lui reste que quelques mois. Et pour couronner le tout, dans ces vieux blocos, rien que pour changer une ampoule, c'est tout un problème. Qu'est-ce qui se passe encore? Il faut que je trouve pourquoi il n'y a pas d'électricité. Il y en a toujours eu ici. Qu'importe les embûches, Larry compte bien être dans son bunker, en famille, prêt pour la fin du monde. Je vais prendre des vacances pour venir ici. Je vais rester et attendre. Peu importe ce qui se passera. J'espère qu'il n'y aura rien, mais pourquoi tenter le diable? Face à la montée de ces idées délirantes, la riposte s'organise. Retour en France, en région parisienne, à l'Observatoire de Meudon. Fabrice Mottet est astrophysicien au CNRS. Il étudie les catastrophes naturelles qui pourraient survenir à l'échelle planétaire. Les théories apocalyptiques le font bien sourire. Il n'y a pas plus de tremblements de terre maintenant qu'il y en avait avant. Par contre, on en est mieux informé. Puis c'est effectivement le fait qu'on en parle beaucoup, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Avant, quand il y avait un tremblement de terre en Iran, en Turquie ou au Japon, on le savait des semaines après, et puis de toute façon, on ne savait pas trop comment vivaient les gens là-bas. Maintenant, 1 heure après, on a des images. Ça change tout. Pour lutter contre ces peurs irrationnelles, son arme, c'est la parole, et sa cible, les adolescents. Un public facilement influençable par les discours sectaires. Ce matin, il est au lycée de Palaiseau. À ses côtés, Didier Jamet, un journaliste scientifique. On reçoit des questions toutes les semaines de personnes qui sont vraiment au bord de l'angoisse. Non seulement il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir, qui ont cru de bonne foi, mais aussi beaucoup de gens que ça panique véritablement. Des gens qui sont en dépression.
Des jeunes inquiets aussi parce qu'ils n'ont pas toutes les connaissances pour bien interpréter ce qu'ils peuvent lire ou entendre, notamment sur Internet. La fin du monde, c'est un terme extrêmement vague. Qu'est-ce que c'est pour vous, la fin du monde? On meurt tous, ouais. Alors plus rien du tout. Alors vous voyez la différence? On meurt tous et plus rien du tout, c'est pas la même chose. Donc vous voyez que ce sont des notions très vagues et qu'il faut préciser. Les élèves n'arrivent pas toujours à faire la différence entre prophéties délirantes et théories scientifiques. Ils pourraient vite tomber dans les griffes d'un gourou. Il faut faire très attention à ne pas se faire piéger. Et c'est-à-dire quelqu'un qui veut vous convaincre, dans un discours, il va commencer par vous raconter des trucs vrais et passionnants. Et puis à un moment, ça va partir. Et ça va partir dans le délire sur des trucs que vous ne savez pas, que parfois lui-même, la personne qui parle, ne maîtrise pas. Mais il mélange la vérité scientifique et le démarrage dans le délire. Et c'est là qu'il faut faire attention. Fin du cours, une étape de plus vers une sensibilisation de ce phénomène. Pour ces scientifiques, il devient urgent d'agir en France pour calmer les esprits